Figure-toi que hier, avec mon associé, on s'est assis et on s'est bu une bouteille de mezcal. Je vais te la montrer parce que j'avais une recharge. Il y a un truc qui s'appelle Creyentes et c'est fumé. Tu sens la sueur du mec derrière, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Et t'as pas mal à la tête. Ça, c'est un truc, tu travailles comme une fleur le lendemain. Donc je suis Julien de Bellègue, un petit Normand exilé au Mexique depuis une douzaine d'années, avec trois établissements. Un bar à croque qui s'appelle Monsieur Croc, une boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Ficelle, où on est très tradit français, et une crêperie qui s'appelle Supérette, une crêperie qui est aussi un bar à cidre qu'on a ouvert il y a un an à Mexico City, avec lequel aussi on fait de la distribution de cidre. Si Breit's Café s'est inspiré du Japon, bah nous on s'est inspiré de là où on est et du Mexique, en respectant toujours la recette, la bonne recette de sarrasin, de la galette. Donc, du coup, il y a quand même un accompagnement, une pédagogie à avoir avec les qu'on doit avoir aussi avec le cidre d'ailleurs, hein, parce que c'est une boisson relativement nouvelle ici ou qui a peu d'histoire, quoi. Il s'est passé un truc dans ma vie il y a 20 ans qui m'a fait avoir envie d'aller loin. Et à la sortie de mon école de commerce, je suis allé vers mon rêve de toute ma vie, de mes 14 ans. Je suis rentré à Ferrandi, j'ai fait un CAP cuisine et que j'ai fait en apprentissage à la Mijan, dans le 7e, rue Malard, avec Stéphane Gégaud. Pendant cette école de commerce, il y avait un stage à l'étranger à faire et je suis parti au Mexique. J'avais un oncle mexicain qui m'a envoyé le nom d'un restaurant, Café des Artistes à Puerto Vallarta. Ça arrivait bien. Ça faisait très tropical, comme je l'imaginais. Et je suis arrivé avec ma petite valise. J'avais même pas de quoi le loger. Je sais même pas où dormir. Et 15 jours après, j'ai rencontré le mec qui est devenu mon associé, et qui est mon associé depuis 15 ans sur la pâtisserie. Eric, qui est un pâtissier qui, le 1er juillet, est en train de commencer sa 54e année de pâtisserie. Et quand je l'ai rencontré, tout de suite, j'ai su que je rencontrais un vrai artisan, un mec qui allait m'apporter dans ma formation une complémentarité que je n'avais pas. Et donc, ça fait 15 ans que l'histoire dure. Et aujourd'hui, on est associé à Puerto Vallarta et à Mexico. Pourquoi je suis resté, c'est réellement une histoire humaine. Hein, c'est vraiment une histoire de mec. J'étais le fils qu'il n'avait pas sur place et lui, c'était mon père que je n'avais pas sur place, quoi. Et je te dis, ça fait 15 ans que ça dure. Bon, déjà, je suis normand. Je suis normand du Bessin. J'ai toujours eu à la maison du cidre, notamment celui-ci en particulier, le cidre de Michel Le Gallois, la ferme de la Sapinière, il est à 2 kilomètres de chez mes parents. Son jus de pomme, quand tu étais plus petit, tu avais son jus de pomme. Mon grand-père était agriculteur, donc il faisait du cidre, mais comme à l'époque, on faisait du cidre, quoi. Il remplissait des barriques de 5000 litres. Ça alimentait les employés de ferme toute l'année. Au début, il était un petit peu espumoso et mousseux, comment on dit en français, bulleux. Pétillant. Mon français pétillant, voilà, exactement. Des fois, j'ai des trous de français. Et puis, petit à petit, comme dirait le maçon, ça devient un cidre tranquille, quoi. C'était comme ça à l'époque. C'était leur picrate, leur pif de la table de ferme qui partageaient de manière conviviale. Le site, c'était un truc naturel. C'était un projet qu'on avait en plus depuis très longtemps. Et puis, le tremblement de terre est arrivé. Est-ce que c'est bien? J'ai deux filles, on a une femme, trois business, 35 employés. Est-ce que c'est bien raisonnable d'entraîner tout ce monde-là dans ta galère, quoi? Mon gars, soit t'es flippé et des risques, il y en a partout, ou soit t'enfonces un peu le clou de ce que t'as, des bonnes bases que tu as posées. Et voilà. La vie au Mexique, la vie à Mexico City, tu vois, c'est sans comparaison avec la vie à Paname, quoi. T'es dans une ville, mais t'es quand même un rythme pas caribéen, mais beaucoup plus relax. Ça a été un double challenge, à la fois de faire venir du cidre normand, mais il y a vraiment la réception du consommateur. Sur quelle base on se fonde
pour commencer à leur expliquer la tradition de notre boisson et de leur dire que c'est une boisson vivante, comme un vin. Il y a deux choses. Il y a à la fois l'histoire du cidre au Mexique et il y a à la fois la consommation du pinard au Mexique. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu trouvais au Mexique du vin espagnol de la Rioja, des vins rouges en général très tanniques, beaucoup de barriques, ou des vins chiliens à pas très cher, El Gato Negro, le chat noir. Donc voilà, il y avait une culture qui était vraiment pas développée. Les Mexicains se sont mis à sortir de leur pays, je veux dire, à aller consommer dans les grandes capitales, à New York, à Tokyo, à Paris. Pourquoi nous, dans notre capitale, on n'a pas l'équivalent, quoi. Puis, depuis une dizaine d'années, se sont ouverts de super restos gastro avec des cuisiniers mexicains fiers de leurs valeurs mexicaines, fiers de leurs produits ancestraux et qui se sont formés chez des chefs européens, chez des chefs américains et qui sont revenus ajouter réellement une valeur ajoutée, c'est le cas de le dire, au marché de la restauration au Mexique. Et le pinard a suivi et aujourd'hui le cidre. C'est un mouvement à la fois ferme et lent. Ferme parce que ça recule pas. Enfin, ils ont vraiment envie de connaître plus et d'avoir l'accessibilité comme tout le monde au maximum de produits. Et lent parce que le Mexique est un pays, même si c'est la 14e ou 15e puissance économique mondiale, c'est quand même un pays dans lequel tu as 55% de pauvres. Hein, t'as au moins 50% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà, c'est une certaine classe qui peut se permettre et qui fait élever le niveau, mais c'est pas si rapide que ça. Le cidre au Mexique, c'est une boisson qui se boit à Noël. Une boisson qui est produite au Mexique, la sidra, qui est produite dans une région qui s'appelle Zacatlán de las Manzanas, c'est dans l'état de Puebla, donc c'est à l'est de la ville de Mexico. C'est un jus de pomme, à peine pressé, il est pasteurisé. Ils ajoutent un 70% d'un espèce de sirop mélangé eau et piloncillo. Piloncillo, c'est un sucre caramélisé mexicain. Voilà. Et donc tout ça, ils le font fermenter dans des barriques en plastique. Ils font les choses pas vraiment dans les règles de l'art. Mais ils s'en foutent parce que c'est pas une boisson qu'ils gardent. Ils la boivent vraiment avec le bacalao. Le bacalao, c'est la morue fraîche. Quand nous, on se fait notre dinde avec les flageolets ou je sais pas quoi à Noël, bah, eux, ils font leur bacalao. Et nous, on a cette tradition, cette manière un peu comme le pinard, hein, de traiter les pommes, de traiter les arbres, ce process un peu lent, respectueux du jus, des levures indigènes. Comme le Mexicain est un palais très sucré, bah, on a tout de suite voulu importer un maximum d'étiquettes. Un palais, en l'occurrence, on n'est pas très loin de 50. Et donc, par exemple, un Mexicain, tu lui fais très volontiers, très facilement aimer un cocodicée, par exemple. En l'occurrence, je pense à celui de Gorvelo, qui est là. Et ça leur plaît. Mais si tu commences directement avec un Ciderman de Cyril Zang, là le gars, il fait la grimace et il dit, mais non, attends, j'ai pas payé si cher pour avoir un truc qui me fait faire la grimace et qui passe moyen, quoi. Je parle de prix, mais il y a aussi la question prix. C'est important parce qu'il faut sortir de ces pensées que le cidre se boit à 3, 4 ou 5 euros. Aujourd'hui, le cidre, on trouve des cidres de très bonne qualité que tu peux être amené à payer 10, 15 euros, 20 euros la bouteille. Ici au Mexique, on se tape des taxes de 26% en plus de la TVA. Donc forcément, ça n'est plus un produit populaire. Mais même par exemple les Français, la population française qui habite au Mexique, qui est expatriée depuis un temps au Mexique, est surprise de toutes ces variétés, de toutes ces différences et tout ça, de toutes ces maisons, mais aussi est surprise du prix parce qu'ils sont restés sur leurs vieilles idées que c'est un produit populaire. Ben, c'est aussi un produit populaire, mais qui a quand même tendance à s'élever et à s'inspirer de son grand frère le vin.
par exemple, moi, je suis tombé amoureux d'un truc, c'est le Poiret. Le Poiret, ça, le Poiret de Éric Bordelais, je le vends comme un instant champagne. C'est un moment un peu de luxe. On essaye avant tout, en plus, une fois qu'on a parlé du cidre, de parler des mecs, qui sont derrière, quoi. C'est un truc indispensable. La main, la terre, le terroir, mais ceci dans l'intérêt réellement de transmettre le plus fidèlement possible la vision du producteur derrière la bouteille. Et que les gens pas se transposent, pas se fassent un petit voyage dans le temps, mais presque. Hein, un petit peu, c'est ce qu'on essaie de faire. T'as vu, je me suis un peu ouvert. Première importation, il y a un peu plus d'1 an, c'était 100% de Normand. C'était Simon Lemarié. Par exemple, Simon Lemarié, mon grand-père faisait du beurre avec son grand-père. Donc, il y a une histoire avec Simon. Héroux, Simon Dufour et JB, Jean-Baptiste Lombard, sont des potes depuis longtemps. Après, on s'est un peu ouvert sur la Bretagne avec Gorvelot. On a 4 cuvées, la Coco-Dissé, la Héritage, la Tradition et la Gulevic. Et aussi le Petit Prince, ça c'est un petit truc sympa. Et les Basques. Bordato, on a le Bassa jaune, son brut, et le Bassandere, son demi-sec. C'est super. Ça, c'est des trucs qui sont faits comme des pinards. C'est des petits bijoux. Et là, on vient de faire une importation qui est en route, 100% breton. C'est Mathieu Porcoustic, Marc Cidrerie du Golfe, Cédric du Légué, c'est Isabelle des Bouteilles à la Mer. On ramène du Poiret de Jérôme Forger. On s'ouvre aussi à l'international avec les Danois de Décideret. J'aimerais bien faire venir du Suisse. Bon, Jacques Peritas est déjà là, mais il y en a d'autres, il y a d'autres acteurs. Le Québec aussi, tu as des trucs au Québec. T'as un gars, il s'appelle Gaston. Les pommes perdues au Québec. Son cidre est juste une tuerie. Quand tu l'appelles et que tu lui dis j'aimerais bien apporter ton cidre au Mexique, il en est presque étonné, quoi. Mais non, c'est normal parce que c'est des petits artisans qui font des petites choses super dans leur coin. Il y a aussi le Chili. Il y a aussi Laurence qui fait du cidre de coin, un peu comme le Trois Pépins de Jacques Peritas. Pareil, encore une fois, c'est ce fameux coronavirus qui nous a un peu coupé l'herbe sur le pied ou ralenti, en tout cas, nos ardeurs, quoi. Et on fait aussi du cidre. On a fait notre première cuvée de cidre. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près toutes les erreurs possibles et inimaginables. Et au final, on a une chance d'en faire. On a réussi à sortir un truc qui est assez buvable et qui s'améliore en bouteille. J'ai acheté le livre de Joli Cœur pour la partie amateur et commencé à poser des choses un peu carrées. On fait ça donc avec 3 copains et tout ça, vraiment, c'est bon enfant, c'est aucune prétention, zéro. On est au ras des pâquerettes, les romanichels du cidre, mais fiers parce qu'on est passionné, quoi. Il faut qu'on étudie un peu plus les variétés de pommes. Il y a à peu près 25-30 variétés de pommes, mais il n'y a pas grande concordance avec les variétés françaises. Alors, au nord du pays, dans l'état de Chihuahua, là, tu as quelques mecs qui sont inspirés. En général, c'est des micro-brasseurs qui développent une petite gamme de cidre. Ça fait très Ladrón de Manzana. Tu sais, Ladrón de Manzana, c'est cette marque que Heineken a lancée en Espagne. Encore une fois, on ne parle pas du même produit, quoi. Hein. Je crois que Cidricus, le bon équilibre, sa variété majoritaire dans le Cidricus, c'est le Froquin rouge. Enfin, et le Froquin rouge, c'est une pomme assez tannique, qui a un bon caractère en bouche. Je trouve que pour séduire, il faut caractère. Donc, tu le sens, le Cidricus, il a quelque part des odeurs un peu d'huître, de iode comme ça. Et ça, c'est de par la terre dans laquelle il est. Hein, là, dans cette enclave entre la mer et la terre à Géfos, bah, la pomme et le cidre en sortent beaucoup plus fort, quoi, avec un caractère bien marqué. Moi, j'adore ce cidre. Figure-toi que hier, avec mon associé, on s'est assis et on s'est bu une bouteille de mezcal. C'est très mexicain,
c'est un produit qui se mélange bien pour faire des cocktails. Je vais te la montrer parce que j'avais une recharge. Il y a un truc qui s'appelle Crayentes et c'est fumé. Tu sens la sueur du mec derrière, quoi. Les agriculteurs au champ qui cultivent l'agave, qui font tout ce process ancestral, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tu n'as pas mal à la tête. Ça, c'est un truc, tu travailles comme une fleur le lendemain. Et c'est aussi le synonyme de ce développement de la culture mexicaine à l'international. Qu'aujourd'hui, la filière a besoin de vous. Il y a beaucoup de litres de cidre qui sont restés dans les barriques ou dans les réserves. Et aujourd'hui, mais de même d'ailleurs pour les pinards, hein, les vignerons, aider la filière vinicole, cidricole. Vous ne mettez pas la tête à l'envers. De toute façon, il faut boire beaucoup de cidre pour se la mettre à l'envers. Mais quand même, allez-y, il faut soutenir ce bel artisanat. Parce que derrière, c'est des mecs, parce que c'était en reconversion ou en renaissance. C'est développer notre culture à l'étranger. Si vous êtes à Paris, allez chez Benoît à la cidrerie. Si vous êtes perdu en Normandie ou en Bretagne, arrêtez-vous, écoutez-les parler de leur terre.